Oui, bonsoir. Et je vais vous parler ce soir d'une échelle très différente, plutôt une dimension très différente du territoire. C'est l'intérieur de la métropole. Et un peu avec la logique de penser global et agir local, pour nous, on a essayé de voir c'est quoi l'échelle la plus locale, la plus proche. Et pour nous, le territoire qu'on a choisi, c'est le logement, l'habitat. Parce que mon temps, tout le monde avait besoin d'un logement, tout le monde a un logement, alors l'habitat devient la plus grande petite échelle du territoire. Et on trouve là qu'il y a beaucoup de pistes d'amélioration qui peuvent constituer à fonder une métropole beaucoup plus durable. Aujourd'hui, quand on parle de logements, nous, on entend que des chiffres. On parle de les 70 000 logements, on parle de les cercles de 1,5 qu'il faut inscrire partout, de les 50 kW par heure. Et après, tout ça, tous ces chiffres, on les enveloppe avec des façades plus ou moins photogéniques. Et pour nous, je trouve très dommage qu'on oublie plutôt ce que pour nous, c'est le plus intéressant. Si on enlève cette façade, et on regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment le logement il est habité par ses habitants. Et on trouve très, très captivant cette coupe qui Vertal a fait en 1845. Et nous, on a pensé que c'était déjà le moment de faire une nouvelle coupe. C'était les 5 étages du monde parisien et nous avons fait les 11 étages de la pré-métropole du Grand Paris. Et après, on a fait la coupe de la métropole du Grand Paris où on a des solutions pour tous les problèmes de l'habitat. Mais quand on regarde cette coupe, comment les habitants habitent son logement, je vais vous montrer 2 exemples. On trouve par exemple qu'on a un grand décalage entre le logement et le mode de vie. Par exemple, ici, on trouve beaucoup d'appartements, comme celle on appelait à cette femme Josette. Elle habite dans un T5 sous-peuplé, parce qu'elle est toute seule, elle n'a pas déménagé après le départ de ses enfants. Mais elle aime son quartier, elle n'a pas envie de déménager, mais elle a du mal à entretenir son appartement. On trouve qu'à l'échelle de la métropole, on voit bien que, par exemple, dans la petite couronne, au moyen, la moitié des appartements de Grand Paris se trouvent sous-peuplés. Quand on parle les propriétaires, on est à 75% d'appartements sous-peuplés et dans les parcs HLM, c'est 34%. Normalement, ça ne pose pas un problème en soi, mais si on les met dans un contexte d'un besoin de 70 000 logements par an, d'une crise de logement, de production de logements et d'une volonté d'optimisation, ça quand même nous pose des questions. Et pour nous, on trouve que, comme on a dit déjà plusieurs fois ce soir, on trouve dans l'existant, les parcs existants, un potentiel grand, un foncier invisible de logements qui sont déjà construits et qu'il faut trouver cette façon de les activer, d'une certaine façon de permettre à cette personne de pouvoir se détacher de la partie qu'il n'utilise pas et pouvoir générer déjà un deuxième logement peut-être. Et ça nous amène à penser qu'il faut éviter ces problèmes, il faut faire mieux, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Et pour nous, c'est crucial de maintenir tous les grands appartements, presque réglementer l'évolutivité, de permettre à la personne qui habite aujourd'hui en T5 que si demain il n'a plus besoin de tellement de surface, il peut continuer à rester dans son logement, mais il peut se détacher de la partie qu'il n'utilise plus en convertissant les T5 dans un T3 et un T1. Ça aussi le permet à ces personnes de remporter une petite aide économique à la retraite, ce qui fait tout ça une démarche durable dans tous les sens, social, économique et environnemental. On a fait un calcul pour voir combien ça coûte anticiper de début les appartements pour les faire évolutifs, et c'est un coût très très petit, c'est environ 4 000 € par appartement. Et on pense que ça se cadre très bien dans les subventions que l'État pourrait générer, comme il a fait pour financer les travaux d'adaptation thermique de logement, d'aider à les personnes qui veulent se détacher d'une partie de son appartement ou d'aider aux bailleurs, aux promoteurs ou même à l'acheteur d'un appartement évolutif avec une subvention. Après, quand on regarde d'autres appartements, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a des appartements avec des salles de bain et des toilettes super généraux, sans fenêtres, mais très très généraux.
Et normalement, ça représente 8, bon, vous savez bien, c'est pour les adapter à la réglementation de personnes, la réglementation d'accessibilité, qui normalement, à l'échelle d'un T3, représente 8 mètres carrés de surplus de surface. Normalement, à nouveau, ça ne pose pas un problème, sauf que si on regarde ça dans le contexte aujourd'hui de production de logements, la surface, l'équivalent de surface pour adapter les 70 000 logements à la réglementation d'accessibilité représente 8 000 logements. 8 000 logements, c'est aussi suffisant pour loger tous les 30 000 personnes sans domicile fixe dans la région, l'agglomération parisienne. Évidemment, on ne fait pas les appartements plus grands parce que ça coûte plus cher. Et ce qu'on a fait, c'est de sacrifier la qualité, l'espace d'autres pièces de vie, comme les séjours, la cuisine et l'accès qui devient cette pièce hybride, comme on voit dans l'image, où on trouve conflit d'intimité, conflit d'usage et aussi même détail. À nouveau, on pense qu'avec ça, on standardise la production de logements parce qu'il n'y a vraiment pas de match pour l'architecte pour faire des plans, à nouveau, des plans qui répondent au mode de vie. Et on risque le fait qu'on va on va doubler la production de logements, 70 000 logements, mais on va les faire très mal. Et si on pense, comme on a dit, que la durabilité, c'est aussi penser dans le long terme, je pense que ce n'est pas bien, pas du tout, faire 70 000 logements qui demain ne seront plus adaptés à le mode de vie d'aujourd'hui. Pour résumer les 3 pistes que j'ai présentées aujourd'hui, comment éviter le sous-peuplement forcé, alors comment générer plus de logements sans construire plus de logements, comment réglementer la volatilité des logements neufs pour adapter les logements aux besoins réels de la personne, et comment adapter la réglementation d'accessibilité pour générer des logements véritablement adaptés. Parce que tout ça, c'est cadré avec ça qu'on écoute tout le temps, comment on peut faire plus avec moi, mais ce n'est pas suffisant. Pour nous, c'est comment faire plus et mieux avec moi. Merci.